L'horrible conclusion qui s'était petit à petit imposée à mon esprit était devenue une terrible certitude. Je m'étais égaré. J'étais totalement, désespérément perdu dans le labyrinthe de la caverne du mammouth. Quelles que fussent les passes que j'empruntais, mes yeux n'arrivaient pas à saisir le moindre indice susceptible de me ramener sur la bonne voie. Reverrai-je un jour la sublime lumière du jour, les collines et les plaisantes vallées du monde ? Ma raison m'interdisait d'espérer plus longtemps. Encore influencé par une vie consacrée à l'étude de la philosophie, j'étais très fier de rester aussi imperturbable devant les événements. Bien que j'eusse lu fréquemment que les victimes de ce genre d'aventure sombraient dans un délire violent, je n'éprouvais rien de tel pour le moment. Dès que je réalisais que je m'étais fourvoyé, un grand calme se fit en moi. La pensée que j'avais erré probablement très longtemps, et que l'on ne s'était sans doute pas aperçu de ma disparition, ne me fit pas perdre mon sang-froid un seul instant. Si je dois mourir, me disais-je, cette redoutable mais majestueuse caverne serait une sépulture aussi acceptable que n'importe quelle église. Et cette idée, loin de me désespérer, m'apportait beaucoup d'apaisement. Mon destin serait de mourir de faim, j'en étais convaincu. Dans de telles circonstances, certains individus étaient devenus fous. Mais j'étais certain de ne pas connaître cette fin. Mon infortune m'était entièrement imputable, puisque, ignorant le guide, je m'étais écarté du groupe des touristes. Après avoir flâné pendant plus d'une heure dans les couloirs secrets de la grotte, je m'étais montré incapable de retrouver le passage que j'avais suivi depuis que je m'étais séparé de mes compagnons. Déjà, ma torche commençait à vaciller. Bientôt, je serais enveloppé par la monstrueuse et presque palpable obscurité des entrailles du globe. Tandis que je me tenais dans la déclinante lumière tremblotante, je me demandais incidemment quel serait mon trépas. Je me rappelais l'histoire que j'avais entendu raconter sur les colonies de poitrinaires qui, s'étant installées dans ces gigantesques cavités naturelles pour se refaire une santé grâce à la prétendue salubrité du monde souterrain, à la pureté de l'air et à l'uniformité de la température, avaient trouvé dans ces lieux paisibles une mort étrange et effrayante. En passant devant les tristes ruines de leur cottage, j'essayais d'imaginer quelles seraient les séquelles d'un séjour anormalement long dans cette immense et silencieuse caverne, sur quelqu'un d'aussi sain et vigoureux que moi. Maintenant, pensais-je, j'allais avoir à en subir les effets, à moins que, succombant rapidement par manque de nourriture, je n'eusse pas le temps de mener cette expérience à son terme. À la fin, la faible lueur de ma torche s'évanouit dans les ténèbres. Je résolus de faire tout ce qui serait en mon pouvoir pour me tirer d'affaire. Aspirant l'air à plein poumon, je commençai par hurler très fort dans le vain espoir d'attirer l'attention du guide par mes clameurs. Mais pendant que je m'égosillais, mon cœur me dit que ces cris ne servaient à rien et que ma voix, amplifiée et répercutée par les innombrables remparts du noir dédale environnant, ne rencontrait d'autres oreilles que les miennes. Soudain, je sursautai, car j'eus l'impression d'entendre des bruits de pas résonner sur le sol rocailleux. Était-ce la délivrance ? Mes épouvantables appréhensions avaient-elles été sans objet ? Le guide, ayant remarqué ma disparition, était-il parti à ma recherche dans ce labyrinthe calcaire ? En même temps que j'essayais de trouver des réponses à toutes ces questions, je m'apprêtais à renouveler mes appels pour hâter mon sauvetage, quand en un instant, ma joie se transforma en terreur. Mon ouïe, déjà très fine et rendue plus sensible encore par le silence absolu qui régnait dans cet antre, m'apprit à ma grande terreur que ces pas ne pouvaient pas être ceux d'un humain. En effet, dans le silence extraterrestre de cette région souterraine, les pieds du guide auraient dû résonner avec un bruit sec. Or, les sons que je percevais étaient feutrés, semblables à ceux d'un félin en mouvement. D'ailleurs, en écoutant encore plus attentivement, il me sembla distinguer 4 légers chocs distincts au lieu de 2. J'étais à présent persuadé que j'avais réveillé par mes cris une bête sauvage, peut-être un lion des montagnes qui s'était égaré par hasard dans cette grotte. Sans doute, songeai-je,
L'Éternel avait-il choisi pour moi une mort plus rapide et plus clémente que l'inanition? Pourtant, l'instinct de conservation qui sommeille au fond de chacun d'entre nous s'éveilla tout à coup en moi. Bien que le fait d'échapper à un péril imminent ne fit peut-être que retarder une fin lente et terrible, je m'apprêtais à vendre chèrement ma peau. Si étrange que cela puisse paraître, mon esprit ne pouvait concevoir autre chose de la part de ce visiteur qu'un sentiment d'hostilité. C'est pourquoi je restais immobile et silencieux, dans l'espoir qu'il oublierait ma présence et qu'il continuerait sa route. Malheureusement, il n'en fut rien. L'animal, de toute évidence, avait dû flairer mon odeur, qui, dans une atmosphère aussi confinée, devait être perceptible de très loin. Réalisant donc que j'allais devoir me défendre contre une attaque imprévue et invisible, j'attrapai en tâtonnant les plus gros fragments de rochers qui jonchaient le sol, et une pierre dans chaque main, j'attendis avec résignation l'inévitable assaut de l'ennemi. Pendant ce temps, le hideux bruit de pas s'était rapproché. Le comportement de cette étrange bête était indubitablement inquiétant. Sa démarche ressemblait à celle d'un quadrupède dont les pattes arrière eussent singulièrement manqué de coordination par rapport à celles de devant. Pourtant, à de brefs intervalles, il me semblait que 2 pieds seulement étaient engagés dans le processus de locomotion. Je me demandais quelle espèce d'animal j'allais avoir à affronter. Ce doit être, pensais-je, une pauvre bête qui paye une réclusion à vie la curiosité intempestive qui l'a conduite dans ce redoutable labyrinthe. Probablement se nourrit-elle des poissons aveugles, des chauves-souris et des rats de la caverne, ainsi que des poissons ordinaires que l'on pêche dans les petits cours d'eau de Green River qui communiquent de quelque manière avec les eaux de la grotte. J'occupais ma terrifiante attente en faisant les plus grotesques conjectures sur les transformations que cette vie souterraine avait pu provoquer dans l'aspect physique de cette bête, me remémorant les hideuses images que la tradition locale avait conservées des tuberculeux trouvés morts après un long séjour dans la caverne. Puis, je réalisais soudain que même si je parvenais à me défaire de mon adversaire, je n'aurais même pas l'occasion de le contempler, puisque ma torche s'était éteinte depuis longtemps déjà et que je n'avais pas sur moi la moindre allumette. La tension était maintenant épouvantable. Mon imagination délirante évoquait des formes horribles et répugnantes qui semblaient, dans la totale obscurité, toutes proches de mon corps. Le bruit effrayant des pas s'amplifiait. Il me semblait que j'allais me mettre à hurler, et pourtant, même si je n'avais pas été suffisamment maître de moi pour me retenir, je crois que ma voix n'aurait pas obéi. J'étais médusé, pétrifié, et je me demandais si, au moment crucial, mon bras droit serait encore capable de lancer son projectile. À présent, le pof-pof des pattes était très proche. Je percevais également la respiration pénible de l'animal. Malgré la panique qui s'était emparée de moi, je me représentais qu'il devait venir de loin et qu'il était fatigué. Brusquement, le charme se rompit. Ma main droite, guidée par mon ouïe infaillible, lança de toutes ses forces le bloc de calcaire acéré en direction du point d'où provenaient halètement et bruit de pas. Elle manqua de peu son but, car j'entendis la créature faire un bond de côté. L'animal, pris au dépourvu par cette attaque inattendue, semblait hésiter sur la conduite à suivre. Ayant rectifié mon tir, je lançai mon second projectile avec beaucoup plus de bonheur cette fois, car la bête s'effondra sur le sol. Submergé par un immense soulagement, je m'abandonnai contre le mur. Je n'avais fait que blesser l'hôte de la caverne, car elle continuait de respirer en exhalant un souffle lourd et saccadé. Maintenant, je n'avais plus aucune envie de m'approcher de lui pour l'examiner. Quelque chose comme une superstition, et qui ressemblait à une peur irraisonnée, avait envahi mon cerveau. Je ne pouvais ni m'approcher du géant, ni lui lancer d'autres pierres pour l'anéantir. Pris de panique, je me mis à courir, dans la mesure où je pouvais m'orienter dans la direction d'où je venais. Soudain, j'entendis un son, ou plutôt une succession de sons. L'instant d'après, ils se transformèrent en une série de bruits métalliques et rythmés. Cette fois-ci, il n'y avait plus de doute, ce ne pouvait être que le guide. En apercevant au-dessus de moi la faible lueur de la torche qui m'apportait le salut, je me mis à crier et à hurler de joie. Je m'élançai vers la lumière, et avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je me retrouvai sur le sol, au pied du guide, enlaçant ses bottes, balbutiant, malgré ma réserve naturelle, ma gratitude envers mon sauveur, et racontant de la façon la plus incompréhensible et stupide qui soit, mon épouvantable aventure. Enfin, peu à peu, je retrouvai mon état normal. Le guide m'expliqua qu'il avait remarqué mon absence en sortant de la caverne. Il était aussitôt parti à ma recherche, passant au crible pendant plusieurs heures toutes les crevasses et tous les passages qui se trouvaient aux alentours de l'endroit où il m'avait vu pour la dernière fois.
Enhardi par la torche et la présence de mon compagnon, je me pris à repenser à l'étrange bête que j'avais laissée blessée dans l'obscurité, à quelques pas de là, et je suggérais d'aller la voir d'un peu plus près. Je retournai donc, accompagné par le guide, sur les lieux de mon rapide combat. Nous discernâmes bientôt une masse blanche sur le sol, plus blanche que le calcaire lui-même. Avançant prudemment, nous laissâmes échapper simultanément une exclamation de surprise, car de tous les animaux que chacun de nous avait pu voir au cours de sa vie, celui-ci était le plus étrange. Il ressemblait à un singe anthropoïde de grande dimension. Peut-être s'était-il échappé d'une ménagerie ambulante. Son pelage était blanc comme la neige et étonnamment fin. Une grande partie de son corps était lisse, mais ses poils étaient si abondants sur la tête qu'ils tombaient en cascade sur ses épaules. Son visage était tourné contre le sol. L'inclinaison des membres était très bizarre. De longues griffes prolongeaient ses orteils et ses doigts, mais ses pattes n'étaient pas préhensibles, caractéristique que j'attribuais, comme sa blancheur irréelle, à son séjour prolongé dans la caverne, et il ne semblait pas avoir de queue. Sa respiration était maintenant extrêmement faible. Le guide venait de tirer son pistolet pour achever la pauvre créature lorsque soudain, elle émit un son si étrange que l'homme en laissa choir son arme. C'était un bruit difficile à décrire et qui ne ressemblait à aucun de ceux que produisent les espèces simiesques connues. Je me demandais si ce n'était pas la lumière que la bête ne devait plus avoir vue depuis son entrée dans la caverne qui avait déclenché ce gémissement. Le son, comparable à un murmure de basse, continuait faiblement. Soudain, un sursaut d'énergie agita le corps de la bête. Ses pattes s'agitèrent convulsivement et ses membres se contractèrent. Dans un soubresaut, le corps roula sur lui-même, mettant en lumière le visage. Pendant quelques secondes, je fus tellement frappé d'horreur par ces yeux morts qui nous fixaient que je ne remarquai rien d'autre. Ils étaient noirs, d'un noir profond, contrastant curieusement avec la pâleur neigeuse de la chair et des poils. Comme ceux des autres habitués des cavernes, ses yeux étaient profondément enfoncés dans leurs orbites et complètement dépourvus d'iris. En l'examinant plus attentivement, je m'aperçus que le faciès était moins protubérant que celui du singe moyen et beaucoup moins velu. Le nez était très marqué. Comme nous regardions le spectacle étrange qui se déroulait devant nous, les lèvres épaisses s'ouvrirent encore pour laisser échapper plusieurs sons. Enfin, la mort emporta cette créature. Le guide saisit la manche de mon manteau en tremblant si violemment que la lumière vacilla, projetant d'étranges lueurs mouvantes sur les murs. Immobile, je n'esquissais aucun mouvement, incapable de détacher mon regard du sol. La terreur m'y quitta progressivement, faisant place à la surprise, au respect et à la compassion, car les sons émis par la créature allongée sur le calcaire venaient de nous révéler une terrible vérité. Ma victime, l'étrange habitant de l'antre insondable, était, ou avait été un jour, un homme.